À la veille de ses 99 ans, Fulgence Charpentier est le doyen des journalistes francophones au Canada. Sa passion pour l'écriture ne s'est jamais démentie tout au long de sa vie. Chaque semaine, il livre d'ailleurs ses réflexions sur l'actualité internationale dans les pages du journal Le Droit. En plus d'avoir été journaliste au Soleil et à la presse, M. Charpentier était ambassadeur dans 5 pays d'Afrique où il a ouvert les premières missions canadiennes. Il a été aussi également responsable de la censure pendant la Seconde Guerre mondiale et chargé du protocole à l'exposition universelle de 1967. C'est donc à la veille de son 99e anniversaire de naissance qu'il célébrera le 27 juin prochain que Jean Dissy est heureux de vous présenter le profil d'un grand homme, témoin de ce siècle, le profil de Fulgence Charpentier. Comme la vôtre, M. Charpentier, est une histoire très longue et très complète de toutes sortes d'aventures. Je pense que l'idéal serait de débuter par le commencement. Donc, vous êtes originaire de la région de Prescott, en Ontario, et j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre enfance en tant qu'individu, en tant que francophone aussi. Le village où je suis né est dans un milieu rural où on n'avait rien à faire de spécial, nous, sauf sur un point. À cette époque-là, qui était les années 95, pas l'année dernière, là. Le vrai 95 pour moi. Le 1800. 1800. On construisait des églises encore. On ne les démolissait pas. Et mon père faisait partie d'un groupe d'ouvriers qui construisaient des églises, protestantes ou catholiques. Parce que c'était le même genre. On ne construisait plus de ces châteaux qu'on voit quelquefois là, dans les campagnes où l'évaluation de l'Église est plus importante que l'évaluation de tout le village. Non. C'était plus humble que ça. Et puis, c'est comme ça que je suis né là. Mes parents venaient de se marier, et puis je suis l'aîné dans ma famille. Et Une puis, famille nombreuse? Non, nombreuse si on veut, mais nous avons été 7 chez nous. 4 filles et 3 garçons. Et puis, c'est sur la frontière entre Québec et Ontario. Donc, c'est des gens qui se ressemblaient. Puis, il n'y avait pas de discussion sur... jamais des discussions comme on en a eu plus tard. Les gens avaient été élevés ensemble. Et à ce sujet-là, je me rappelle toujours d'un petit incident qui m'est arrivé dans mes débuts de journalisme. Nous avions été invités à prendre le train du gouverneur général, qui était Lord Byng. Et puis, on a arrêté à Alexandria pour passer le régiment local. Ah, le régiment local était à moitié de langue française, puis à moitié de langue anglaise. Il y a des gens qui s'appelaient Hébert, puis qui ne parlaient plus français. Puis il y avait des gens qui s'appelaient McDonald, puis qui ne parlaient pas anglais. Ça marche encore comme ça dans cette région de l'Ontario, d'ailleurs. Et puis, il avait remarqué, Lord Byng avait remarqué que le bugler, le type qui sonnait le clairon, qui était tout assez basse taille, qui avait le kilt, bien entendu, les jambes couvertes de poils, et puis il avait l'air martial, la poitrine remplie de décorations. C'était après la guerre. Et il s'est arrêté en face de lui, puis il lui a fait il l'a félicité, puis l'autre répondait toujours « Yes, sir, yes, sir ». Vous faisiez partie du bataillon avant la guerre? Oui. Vous avez été à Vimy? Oui. Vous avez été à Mons? Oui. Il voyait ça par les médailles. Il vous félicite. Il dit, à propos, quel est votre nom? Il m'appelle Jean-Baptiste Laframboise. Pas de mec en avant. Non. Alors, c'était ça la composition de la population dans cette région-là. Donc, ça n'était pas une affaire de rivalité de race, ni rien de tout ça. Mais on sentait quand même qu'il y avait un conflit sur beaucoup de points. Mais bon, mon père a continué sa carrière ensuite dans la construction plus considérable. Puis ça veut dire Montréal. Montréal se développait à cette époque-là.
les maisons se construisaient partout, mais dans des bouts comme l'Est, où nous demeurions, qui était l'extrémité de Maisonneuve, il y avait encore des lots vacants, comme on disait. Ça, c'était encore en friche. Et la seule industrie qu'il y avait dans ce bout-là, c'était Viau. Les biscuits. Les biscuits. Si on en revient justement à votre plus tendre enfance, parce qu'on parle des diverses choses là, qui, par la suite, vous ont influencé, je pense que la façon dont vous avez commencé à apprendre est assez particulière. Vous n'avez pas commencé l'école comme les autres, c'est ça? Non, non, non. Je n'ai pas été à la petite école parce que j'étais l'aîné et ma mère, qui avait une instruction assez poussée, parce qu'elle aussi était l'aînée, nous étions toujours des aînés, m'avait montré à lire. Alors, elle m'avait appris à lire. Donc, je savais lire quand j'avais 6 ans, assez facilement. Je me rappelle que le premier livre que je me suis acheté, c'était les Lettres de Montmoulin. J'ai payé 25 cents. Je l'ai encore, la collection Nelson. Là, on monte à quelle année, là? 1800? On monte 1905. 1905. 1906. Et j'ai commencé à aller au collège à cette époque-là. Et au collège, parce que l'un de nos voisins, un entrepreneur, comme mon père, en construction, envoyait son fils au collège de Terrebonne, c'était tout près de Montréal. Je suis allé au collège de Terrebonne. Le collège de Terrebonne était dirigé par les clercs de Saint-Viateur. Les clercs de Saint-Viateur, c'est comme une société religieuse française. Or, la plupart des professeurs avaient été chassés de la France en cause de la loi Combes. Alors donc, j'ai mon professeur dans ces classes-là, qui s'appelait l'abbé, qui s'appelait le père Servière, c'était un frère. C'était les Français. Ça m'a beaucoup influencé, parce que ça apportait une atmosphère nouvelle. Des gens très différents, finalement, dans un milieu qui, à l'époque, était assez homogène. Oui, oui, oui. C'était des fils de marchands locaux, c'était des fils de cultivateurs avec quelques jambes. Et très développés au point de vue politique aussi. Jean Provost, puis tous ces noms-là viennent de cette région-là. Saint-Jérôme, puis Terrebonne. Si on va un peu plus tard au niveau de vos études, justement, comment est-ce que vous avez poursuivi? Et alors, j'étais là. Au collège, ça s'est développé. Quand je suis en partant de Terrebonne, à Terrebonne, on m'a dit, vous devriez vous devriez aller dans un collège classique. J'avais 10 ans. Et je suis allé à Joliette, qui était la même congrégation, la même communauté, où j'ai retrouvé, encore une fois, la présence de plusieurs professeurs français. Et d'excellents du côté canadien-français aussi. À cette époque-là, celui qui arrivait le premier au baccalauréat s'appelait le Prince de Galles, parce qu'il y avait le prix du Prince de Galles, celui qui... Et tous les collèges se tenaient. Joliette, par exemple, était affilié à l'Université Laval à Québec. Une raison, c'est qu'il n'y avait pas d'université à Montréal, l'université française. Ouais. Alors donc, je suis diplômé de l'Université Laval à Québec, où je suis jamais allé, sauf en visite. Mais on était attachés. Ça veut dire qu'on passait le même examen. Ça aussi, ça a influencé ma carrière. Imaginez-vous que notre thème au bac, pour le français, c'était qu'en telle année, vers 1840, on décide à Montréal de publier un journal. C'est un peu l'histoire du Canadien, qui a été le premier journal au Canada français, et qui s'appelle Le Canadien. Et puis, écrivez l'article éditorial du premier numéro, en insistant sur la nécessité de développer de l'agriculture au Canada. L'agriculture est la grosse question. Développer la culture, ensuite, au point de vue français. Et enfin, d'occuper dans le monde politique la place qui nous appartient. C'est assez particulier quand même, au niveau journalistique, de débuter par un éditorial. Ben oui, ben oui. Je sais pas, j'y pouvais rien, mais moi, j'étais bien content.
Alors, ça veut dire que c'était facile pour moi de préparer mon... Je ne me suis pas creusé la tête longtemps pour écrire mon éditorial. Donc, vous aviez déjà décidé de devenir journaliste, Oui, vous avez fait vos oui, études. oui. À la grande surprise de tout le monde, pas à cause de moi, ça, c'est à cause de l'ambiance. On n'allait pas dans le journalisme à cette époque-là. Pour quelle raison? Parce que ça ne payait pas. On payait, les journalistes n'étaient pas bien payés. C'était comme ça. C'est-à-dire que c'était des salaires raisonnables, mais pas très alléchants. Les gens qui vendaient des voitures, puis ça commençait à cette époque-là, faisaient plus d'argent que les gens qui travaillaient dans les journaux. Et comment c'était vu socialement? Est-ce qu'on voyait le journaliste comme un être extrêmement utile pour la société? Je crois pas, non. Je crois qu'on n'y réfléchissait pas beaucoup. Ça, il est devenu, à cette époque-là aussi, une série de très bons journalistes. On parlait il y a un moment de Henri Bourassa, c'en était un. Mais il n'était pas le seul. Il y avait l'Action catholique à Québec, il y avait de très bons journalistes. Il y avait Le Soleil, il y avait L'Événement, des journaux, beaucoup des journaux. Seulement, la politique, ça mêlait beaucoup. Parce qu'un parti politique ne pouvait pas exister sans avoir son journal. Ça s'appliquait à Montréal, ça s'appliquait à Toronto, ça s'appliquait partout. Et ça a disparu, ça aussi. Pour le bien de tout le monde, je pense. Parce que c'était désagréable de lire un journal et n'y trouver que de la politique, on va dire, biaisée. Mais c'est une réalité qu'on vit encore en Europe. Qu'on pense à la France, l'Italie, il y a des journaux de droite, de gauche, rattachés à certains partis. Et où ça crée d'énormes problèmes en Europe aussi. Des vieux journaux disparaissent, ou bien changent d'idée, ce qui ne leur aide pas. Alors, donc, du côté journalistique, ça s'est fixé dans mon esprit. Oui, je vais continuer d'être journaliste. Comme je savais, comme je demeurais à Ottawa, que j'irais au Parlement. Parce qu'on me l'avait dit au droit, qui venait d'être créé à cause du règlement 17. Qui était? Qui était un règlement interdisant l'enseignement du français dans les écoles canadiennes. Vous voyez là que toutes mes histoires de professeurs français revenaient sur le tapis. Dans nos classes, dans les classes, on faisait lire par le professeur, quand le règlement 17 a été édicté, on faisait lire la dernière classe de français de Daudet. Mais vous parliez nous parlions, il y a un moment, de l'influence très forte du clergé sur l'éducation. La même chose existait ailleurs, vous savez. Ça existait du côté protestant, puisque c'était les rivaux de l'époque. Du côté protestant, c'était la même chose. Je me rappelle que quand a été proposé en Chambre de créer un drapeau canadien, le gouvernement a nommé une commission pour recevoir les suggestions, pour décider qu'est-ce que c'est où on pourrait aller, jusqu'à quel point on pourrait aller dans ce sens-là, parce que c'était un drapeau de la marine anglaise qui servait de drapeau canadien avant la Confédération. Alors, le comité était organisé, ils ont nommé 9 juges ou experts. Et parmi ces gens-là, il y avait 3 Canadiens français, il y en avait 6 de langue anglaise. Eh bien, le lendemain, Horatio Hawken, qui était député de Toronto, puis était rédacteur de l'Orange Sentinelle, s'est levé, puis dit, moi, je vais vous dire quel va être le prochain drapeau canadien. Ça va être le drapeau papal. Alors, les gens se sont dit, mais qu'est-ce qui est fou, celui-là? Il dit, les 9 commissaires que vous avez nommés sont tous catholiques. Puis c'était vrai. Il y avait 6, donc, gens de langue anglaise, par accident, ils étaient tous catholiques. Le chef de l'armée était catholique, anglais toujours, venant d'Angleterre. Le chef de la marine était catholique. Le chef des archives, l'archiviste en chef, Dr. Daté, qui avait été à Québec longtemps, il parlait parfaitement le français. Mais il était catholique.
Donc, encore une fois, ce sont des stéréotypes finalement alors, qui tombent parce qu'on pour vous pense... dire que là, il posait ça au point de vue religieux, et puis ça balayait tout le monde. C'était vrai. Regardez-moi ces salauds-là qui imposent leur homme, puis, alors que ça devrait être une affaire indépendante. Malgré tout, on a eu la feuille d'érable. Alors là, ça a tué le projet pendant deux ou 3 ans. Ils l'ont repris, puis c'est arrivé. Ensuite, on a eu finalement la feuille d'érable. Mais c'est arrivé plusieurs fois en Chambre, des incidents comme ça. Et nous parlions aussi de l'influence du français, qui était moindre à l'époque qu'elle l'est maintenant. Heureusement. Les seuls qui parlaient français, donc, étaient les Canadiens français. Mais il y en avait 2 ou 3 du côté anglais qui parlaient le français. Il y avait McMaster, qui était avocat à Montréal. Il savait très bien le français. Il y avait Jacobs, qui était d'origine juive, qui parlait très bien le français. Et il y en avait un du Nouveau-Brunswick aussi. Et il y en avait un 4e, parce que moi, j'en comptais 4. J'étais à la Galerie de la Presse à l'époque, à la Tribune des journalistes. Et il y en avait un qui venait de la Colombie-Britannique. Il s'appelait Ladner. Ladner est devenu plus tard juge en chef en Colombie-Britannique. Il y a une place qui s'appelle Ladner. Eh bien, Ladner, comme beaucoup de familles, et ça s'appliquait du côté anglais comme du côté français, avant de permettre à un jeune homme de voir la famille, d'entrer dans la carrière, il l'envoyait faire un tour en Europe. Il lui disait, tu vas aller en Europe, tu vas aller en France, tu vas aller en Angleterre, tu vas aller en Italie, tu vas voir des pays avancés. Et puis, avant de t'entrer dans ta profession, bien, tu t'auras vu autre chose. Mais c'est un concept qui existe encore, parce que le fait d'aller étudier à l'extérieur, qu'on parle de Londres ou même des États-Unis. Il y en avait qui allaient aux États-Unis, mais moins. Puis quand ils allaient aux États-Unis, c'était pour aller à la bourse, c'est pour savoir comment ça marchait à la bourse. Le reste, non. C'était pas du côté éducationnel, c'est du côté de l'instruction. Chaque pays avait sa réputation pour des domaines différents. Donc, ils allaient en France, ils allaient en Angleterre. Donc, quand il y avait des débats en chambre, bien, il y avait toujours 4 ou 5 gars de langue anglaise qui persistaient, eux, à parler français pour montrer aux autres qu'ils savaient. Mais vous disiez avant l'entrevue que certaines fois, les discours en français n'étaient pas toujours écoutés non plus. Non, jamais, non. Non, à cause de la thématique, à cause du fait qu'on ne comprenait pas, à cause que les sujets n'étaient pas intéressants pour... Il n'y avait pas de haut-parleur, il n'y avait pas d'écouteurs. Non. Chacun prenait sa chance. Alors, comme la voix ne partait pas toujours très loin, comme le gars qui parlait n'était pas toujours éloquent, ça n'allait pas. Les gens se levaient. Je pense que c'est Jules Fournier qui a écrit ça. On aurait dit qu'il y avait un bouton qui pressait, puis il dit que ça faisait lever tous les gens de leur siège, puis ça allait dans le lobby. Certaines fois, c'était les thématiques aussi qui n'étaient pas intéressantes, les thèmes. Non. Quand on parlait du fumier à Montréal, par exemple. Oui, parce qu'il y avait des sujets aussi. Il y avait 2 types là, il y en avait 3. Il y en avait un qui parlait chaque année, il faisait un discours sur le fumier. Parce que Montréal vendait son fumier aux États-Unis, puis ça mécontentait les fermiers des environs qui en avaient besoin. En tout cas. L'autre, c'était le député de l'île Pelée, parce que paraît-il que l'île Pelée, qui est dans le comté d'Essex, produit les meilleurs oignons du monde. Alors, le bonhomme le député faisait l'éloge de son patelin et en même temps de son principal produit, dans la péninsule de Niagara. Alors, tout ça, ça rebute n'importe qui. Il n'y a pas un journaliste qui pouvait en sortir quelque chose, sauf en inventant, en y mettant de son cru, comme dans le cas du fumier, par exemple. Est-ce qu'on n'est rien simplement des exportateurs de fumier? Vous parlez donc du monde politique en tant que journaliste, mais vous l'avez connu aussi sous d'autres aspects. Brièvement, vous avez aussi été responsable de la censure, entre autres. Vous avez été appelé à être ambassadeur à l'extérieur. Oui. Quand la guerre est arrivée, le gouvernement a dit on va être obligé d'imposer une censure. L'Angleterre le fait, les États-Unis vont le faire quand ils seront en guerre. Et on va le faire au Canada. Et on avait
nommé à l'époque un de langue française, un de langue anglaise. C'est ce qui est arrivé. Et celui qu'on a nommé du côté canadien, français, c'était Claude Melançon. Et Claude Melançon, qui était à la presse, un très bon journaliste. Et puis il a passé presque tout de suite au Canadien national avec Walter Thompson, l'agence de... Et alors on s'est rabattu sur moi parce que le gouvernement tenait absolument à ce que ce soit un journaliste professionnel. Et la première chose qu'on nous a dite, c'est on va vous mettre un uniforme, puis vous allez être colonel. Puis on s'est mis à rire, tout le monde, les deux à qui on s'adressait. Et on a dit, bon, se faire mettre un uniforme militaire va faire rire de nous. Nos collègues, nos amis, nos confrères savent très bien qu'on n'est pas des militaires. C'est pas l'habit qui va changer le moine. On va rester ce que nous sommes. D'autant plus que nous, c'était pas rétribué, ces postes-là. Ils payaient nos déplacements. Et la censure était commune entre l'Angleterre, les États-Unis et nous. Et nous avions un comité qui s'appelait Intelligence and Security et qui se rapportait l'une à l'autre, qu'est-ce que c'est qui se passait chez eux, puis comment on traitait telle question. Et ça a très bien marché, c'était assez curieusement. On avait rédigé un cahier de directives qui est appelé. On a eu à part de ça, des bureaux dans les 5 grandes villes du Canada qu'on appelait zones menacées. Il y avait Halifax, évidemment. Il y avait Québec. Il y avait Montréal. Toronto. Après ça, on sautait dans l'ouest. Winnipeg et Vancouver. Et là, on pouvait appeler 24 heures par jour. J'ai jamais travaillé si fort. Et parce qu'à tout bout de champ, il y avait des incidents. On s'était entendu avec la presse, cependant, pour dire que quand quelqu'un fait une déclaration grave, qui est en contravention des directives, si le type veut se laisser nommer, nommez-le, puis citez-le. C'est votre droit, le public a le droit de le savoir. Et ça, c'est arrivé assez souvent. Le cas du maire. Le cas du maire de Montréal, par exemple, qui a fait une déclaration au commencement de la guerre en disant il ne faut pas vous enregistrer, parce que ça, en réalité, c'est pour vous contrôler. En réalité, c'est pour vous enlever vos fils pendant la guerre. Et puis, alors, ils l'ont arrêté. L'influence politique, c'est ça qui était à l'encontre de... Oui, ça c'était contre la poursuite efficace de la guerre. Ça, si on parle des guerres, justement, vous avez vécu 2 grandes guerres, finalement. Vous avez touché 2 siècles et vous allez bientôt toucher le 3e. Est-ce que vous vous considérez quelqu'un d'optimiste? Comment voyez-vous l'entrée du siècle qui s'en vient? Est-ce que vous croyez que pour le Canada, les choses iront de mieux en mieux? Ou... Je ne crois pas ça. Non. Pour le Canada, on n'est pas seul au monde, vous savez. Je ne sais pas. Je trouve que l'atmosphère n'a rien de réconfortant à l'heure actuelle. Vous parlez mondialement parlant? Mondialement parlant. Les gens devraient être plus sages, mais apparemment, ils ne sont pas. Il y a un concept, M. Charpentier, qui est un peu, malheureusement, oublié de nos jours, c'est celui de la sagesse, c'est-à-dire de se baser sur des gens qui ont vécu beaucoup de choses comme garant, finalement, de la sagesse de l'avenir. Et j'aimerais vous poser la question, vous qui êtes un sage, finalement, avec toute l'expérience que vous avez vécue, j'aimerais vous poser la question, quel serait le conseil que vous donneriez à nos chefs d'État pour que les choses aillent le mieux possible si elles ne peuvent pas aller bien? Oui. Nous croyons, et je ne suis pas le seul, qu'il faudrait chercher quand même des moyens d'éviter et d'en venir aux armes. Nous tombons là dans un domaine qu'on ne connaît pas, où on fait de nouvelles découvertes tous les jours, puis c'est toujours dans le mauvais sens. C'est que les armes, on ne peut que les rendre plus terribles encore.
Et puis, les conseils au chef, c'est de développer le moins possible toutes ces possibilités d'aggraver la situation militaire. Et elle reste pénible. Toujours à cause que la population augmente, il faut trouver du travail. Et on pense que trouver du travail, ça veut dire reculer quelqu'un pour prendre sa place, mais c'est pas comme ça. Ça ne marchera pas comme ça. Mais c'est un problème. C'est un problème très grave. Mais la guerre reste un danger. Nous parlions de l'Afrique, où j'ai vécu aussi. C'est au moment où nous sommes arrivés là, j'étais le premier envoyé dans les pays de langue française, parce que ça avait commencé par le Ghana. Le Ghana était le premier de ces pays-là, des anciennes colonies, qui ont changé, qui sont devenues indépendantes. C'était le premier que nous avons reconnu. Mais du côté français, après le discours de De Gaulle en 1800, pas en 1900, voyons, en 1962, ou en 1960, il leur a dit, vous êtes tous dans la grande famille française, puis si vous n'êtes pas heureux un jour, vous nous le direz, puis on arrangera ça. Puis, tous ont dit, oui, on veut être indépendant. Alors, ce qui a été amusant à l'époque, c'est que tous ces gens qui sont déclarés indépendants avaient un thème nouveau, il y avait un drapeau nouveau, il y avait un hymne national nouveau. Tout ça, ça avait été préparé par les Français. Les timbres étaient imprimés en France, l'argent était imprimé en France. L'hymne national avait été composé en France. Un des pays où j'étais, je pense que c'était Indépendance, cha-cha-cha, puis ils se mettaient à danser. Il faut donc faire attention de faire une distinction entre la véritable liberté puis l'image qu'on peut en avoir. Exact, exact. Et puis à ce moment-là, bien, il y en a quelques-uns qui s'en sont bien tirés. Vous savez, il y avait beaucoup de richesses. Mais sur les 5 pays où j'étais, moi, il n'y avait que le Gabon qui équilibrait son budget à cause du manganèse, à cause des produits naturels qu'ils avaient là, et qui sont une grande richesse. Donc, c'est une réalité puis, relativement passive, le fait simplement d'avoir des... C'est un peu factice, ceci. Il y en a qui c'est à cause du pétrole, le Nigeria, par exemple. C'est par hasard, tout ça. Hein? Et pourtant, ils en profitent, puis eux en profitent, puis ils n'ont rien chez le voisin. C'est très... La richesse du monde est mal distribuée, je crois. Mais est-ce qu'on y peut quelque chose? Et qui? Ça dépend de quoi? Ça dépend que la politique s'en mêle, ça aussi. Espérons que ces mots seront entendus. Merci beaucoup, M. Charpentier. Merci. Ça m'a fait plaisir de pouvoir causer de choses intéressantes et non réglées encore.